contribue à la renaissance de son club, les Dallas Mavericks. À toi la pamplemousse, à moi, non, à toi. Wow, Michael, super. Mon coast to coast. Get that, baby. Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour nous envoyer vos commentaires et vos questions. On adore avoir votre avis sur tout ce qu'on discute dans cette émission et puis on aime bien échanger avec vous, alors n'hésitez pas. Alors les Mavs démarrent la saison 5 victoires, 14 défaites. Autant dire que les playoffs semblent assez loin à ce niveau-là. Malgré tout, tous les trois, on est en rendez-vous pour Howdy Mavs. Et je suis avec Quentin, bien sûr. Quentin, est-ce que tu prends quand même du plaisir à regarder les Mavericks jouer au basket? Salut Barn, salut tout le monde. Je trouve qu'on est quand même très régulier et investi pour des gens qui font un podcast sur une équipe qui est quand même bien nulle. Je sais pas si je prends quand même beaucoup de plaisir. Il y a une personne qui me fait prendre un peu de plaisir. J'ai reçu son maillot aujourd'hui là, voilà. Peut-être c'est à l'envers, je sais pas, mais vous avez dominé. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est ton joli maillot tout neuf de Cooper Flag avec le numéro 32. Voilà, mais sinon, c'est bien une des rares raisons. J'aime beaucoup voir Max Christie, j'aime beaucoup voir Cooper Flag, même s'il y a quand même des difficultés, mais non, je prends pas énormément de plaisir quand même. C'est une période compliquée qu'on doit s'infliger, puis les choses iront mieux plus tard. Et je suis également avec Nico. Et Nico, je vais te poser exactement la même question qu'à Quentin. Est-ce que tu prends du plaisir à regarder les Mavericks? Ouais, un petit peu. Non, c'est dur honnêtement. J'allais dire cet épisode est sponsorisé par 37500 parce que c'est un peu... c'est compliqué quand même en ce moment, hein. On a des scénarios qui se répètent de courtes défaites et beaucoup de mais et beaucoup de si. Mais concrètement, la colonne des défaites, elle s'allonge et ça devient très frustrant. Alors dans cette émission, on va essayer de se demander qu'espérer pour le reste de la saison, qu'est-ce qu'on doit regarder, et puis on va aussi essayer de se demander quels échanges on devrait faire avant la trade deadline. Je vous spoil pas les joueurs qui seront impliqués dans nos échanges fictifs, mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur les matchs de la semaine. Depuis notre dernière émission, il y a eu 3 matchs, une victoire contre New Orleans, 118-115. On a eu une défaite à domicile 102-96 contre les Memphis Grizzlies, enfin leur équipe B. Et puis hier, c'était une défaite contre Miami, cette fois à l'extérieur. Une belle équipe de Miami, il faut le dire, qui a vu le retour de Tyler Herro. C'était 106-102. Donc des matchs qui sont serrés, mais quand même pas mal de défaites. Avant de parler des matchs, on peut aussi parler des absences parce que il y a non seulement les défaites, mais les blessures qui ne lâchent pas les Mavericks. Quentin, toujours pas d'Anthony Davis. Il est toujours questionable, doubtful, mais il joue pas. Alors oui, c'est vrai qu'on peut faire un chapitre entier sur les blessures, là il y a eu du nouveau. Alors commençons par Anthony Davis, il est passé doubtful, c'est toujours mieux que out, avant évidemment de passer à out. Aujourd'hui la news, c'est qu'il a participé à l'entraînement. Donc on arrive quand même à un moment où ça devient une news que le joueur participe à l'entraînement. Donc on va voir ce que ça peut donner sur cette fin de semaine. Je rappelle que là on joue pas de la semaine avant le week-end, on va faire un back-to-back Los Angeles. Donc on peut espérer un retour contre les Clippers, peut-être les Lakers, je sais pas, j'y crois pas trop. C'est usant honnêtement de toujours pas savoir où il en est. On a besoin qu'il revienne pour que sa valeur augmente si on souhaite le trader ou pour qu'on puisse gagner des matchs si on a envie de gagner cette saison. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'il joue là. Moi j'en ai un peu marre de le voir vraiment sur le bord du terrain, toujours bien habillé et tout. Et puis on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais Dante Exum out pour la saison. Ouais, ça c'est une nouvelle dure, relativement dure, c'est moins grave évidemment qu'Anthony Davis, mais vu notre manque au poste à la création, c'est dur de ne pas l'avoir. Après, bon, je pense qu'on savait quand même qu'on s'engageait dans quelque chose de compliqué vu l'âge et vu le fait qu'il s'était fait opérer aussi récemment. Mais bon, on s'attendait pas à des difficultés non plus de la sorte, c'est-à-dire nouvelle opération nécessaire et saison d'ores et déjà terminée pour Dante Exum. Je vais juste dire sur part de son âge avec Sam que c'est un grand daron de 35 ans. Il a 30 ans, hein. Ouais, c'est vrai. Déjà, son corps paraît déjà sacrément abîmé pour continuer le basket de haut niveau en NBA.
Et il y en a un autre qui a un corps, on dirait, assez fragile, c'est Derek Lively. Hein. C'est la dernière nouvelle de la nuit, Quentin. Lively blessé, encore une fois, au pied cette fois. Ça vient de tomber par Mark Stein. Et on n'a pas exactement les détails, pied, genou, bref, ça a quand même l'air d'être plutôt le pied, mais en fait, Mark Stein nous apprend qu'il va manquer une période conséquente. Il n'y a pas encore de pronostic qui a été donné parce que ça n'a pas été communiqué par la franchise, mais bon, c'est un des journalistes, si ce n'est le journaliste le plus fiable côté Mavs, donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir Derek Lively avant 2026, vu comment le tweet est formulé, voire peut-être post-All-Star Break, hein, c'est pas joli. Et puis on sait qu'avec les grands organismes comme ça, plus de 2,10 m, Lively, on est sur un joueur qui grandit encore. Il a pas encore. Enfin, il a encore grandi cet été. C'est vraiment super chiant. On pensait pas ça après la première saison, où il a beaucoup joué, saison rookie. Mais saison sophomore, et puis là, cette troisième saison, c'est terrible. Hein. Le sort s'acharne sur nous. Il n'y a peut-être pas que de la malchance aussi. Hein. On se rappelle toutes les histoires de staff médical qui ont été renvoyés, qui ont été gardés avec Nico Harrison, etc. C'est peut-être pas une coïncidence tout ça. Ça va nous aider à tanker finalement, Quentin. Bah, ça va aider à prendre des décisions. On en parlait dans l'émission d'avant, de est-ce qu'on précipite tel ou tel retour. Ouais, ça va peser dans la balance. Alors je le disais en début d'émission, les Mavs ont joué pas mal de matchs serrés. Les gars, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de matchs clutch les Mavs ont joué depuis le début de saison? Donc sur leurs 19 premiers matchs, combien ils en ont fait dans le clutch? Je sais pas de tête, mais je vais donner un prono. J'ai pas de Vas-y. chiffre, mais je pense qu'on est bien autour de 13. Ok. J'ai fait un tweet, ceux qui me suivent sur Twitter savent de quelle image je parle, en retweetant la stat. Donc je vois à peu près, surtout je vois qui est numéro 1 et qui est numéro 30 dans cette catégorie. J'espère que tu la barres, je te laisse annoncer. Bah, en fait, les Mavs ont fait 15 matchs dans le clutch depuis le début de saison. Donc sur leurs 19 matchs, il y en a eu 15 dans le clutch. Et je voulais vous demander aussi quelle était l'équipe de NBA qui a joué le plus de matchs dans le clutch. Bah, c'est les Mavericks. Donc ouais, quelle est ta stat? Premier La 15e, stat, là c'est que nous sommes derniers de NBA dans cette catégorie, c'est-à-dire victoire, défaite dans les matchs clutch. Donc nous sommes l'équipe la plus nulle dans le clutch, pour le dire autrement. 4 victoires, 11 défaites. Voilà. Et l'équipe numéro 1, les amis, à votre avis, qui est-ce? Si je vous dis Nico Moins de matchs dans Harrison, le clutch. oui, si je vous dis Nico Harrison, son ombre qui est encore là, Les Lakers, Les c'est ça, Lakers. non les Lakers, et voilà, les Lakers qui sont premiers et les Mavericks qui sont derniers. Super, magnifique. Oui, parce que les Lakers, ils ont eu 6 victoires et 0 défaite dans le C'est ça, clutch. je parle pas en termes de nombre de matchs en clutch, je parle en termes de pourcentage. Ils sont à 100% et on est le pourcentage le plus bas. Donc tu vois, même quand on veut pas, le hasard nous fait des clins d'œil pour nous ramener à ça. Donc on peut le voir le verre à moitié plein, comme on utilise l'expression. Ça veut dire qu'on est peut-être pas si nul si on va souvent dans le clutch comme ça. Mais bon, les faits sont là, on en perd beaucoup des matchs comme ça et c'est usant. Ouais, j'allais te demander, toi, Nico, toi qui es un éternel optimiste, finalement, ça veut dire que les Mavs sont pas loin, finalement. Je suis éternel optimiste, mais j'avoue, je commence à atteindre les limites de ma patience. Ouais, après, c'est pas loin, mais c'est vrai que quand t'es pas loin, tu te penses à un équilibre, tu sais. T'es pas loin, mais t'en gagnes un sur deux. Heureusement, c'est pas du tout notre lignée. On a une continuité dans la défaite qui est assez remarquable. Heureusement. Miraculeusement un match contre les Pelicans, mais globalement, on a une forme de continuité dans la... On craque à la fin, qui est très frustrante. Mais en fait, dans le clutch, qu'est-ce qui se passe? Les défenses commencent à prendre plus de place, que ça devient de plus en plus dur de créer. Moi, je le vois comme ça. Et du coup, les Mavs n'arrivent pas à scorer. Et ils font plein d'erreurs. Tu vois, hier, contre Miami, là, et Washington qui fait la passe à Nemhard, qui la perd. Il y a des pertes de balles bêtes, je trouve. Et est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est juste que le match s'intensifie? Bon, les pertes de balles bêtes, il y en a la première à la 48e minute avec les Dallas Mavericks. Hein. Ça, c'est pas juste dans le quatrième quart-temps. Ce qui est sûr, c'est dans le quatrième quart-temps, il y a de la fatigue qui rentre en jeu. On a des joueurs qui sont pas forcément habitués à devoir porter l'équipe en fin de quatrième quart-temps. Je pense par exemple à PJ Washington, hein, qui a toujours été avec Luka, avec Kyrie, où effectivement il avait un autre rôle, qui gérait parfaitement, il gérait très bien son cardio. Là, il peut pas, il a du mal aussi, je pense, parce qu'il donne tellement lors du match. Il nous a encore fait des belles stats hein, sur les 3 derniers matchs. Il a été super important, PJ Washington. Je pense qu'il y a un peu de ça.
Et puis il y a un peu aussi que les meilleurs joueurs en face élèvent leur niveau. Et nous, on n'en a pas des meilleurs joueurs comme ça, vu que les nôtres, soit ils ont 18 ans, soit ils sont blessés, soit ils sont blessés. Donc je pense aussi que ceci explique cela. Après, il faut être un peu réaliste, tu vois. On donne une place à des joueurs qui ne devraient jamais en avoir. Tu appelles Ryan Barnes, là. Moi, j'attendais impatiemment son retour. Putain, on parle d'un two-way contract, tu vois. Je veux dire, je premier à m'enthousiasmer sur Moussa Cissé, qui est pareil, qui est un two-way, tu vois, qui nous montre des bons moments. Mais putain, on se contente des miettes, tu vois. On se satisfait de petites miettes. Putain, faut vraiment pas avoir trop faim, quoi. Ouais, et puis Et dans le on fait clutch, beaucoup de matchs dans le clutch et tout. On accroche des matchs, mais encore une fois, hein, il faut mettre en parallèle avec le calendrier qu'on a eu depuis le début de la saison. Là, on parle de New Orleans, la seule équipe qui est derrière nous à l'ouest. Memphis, qui a à peu près le même bilan. Et les matchs qu'on a eu avant, c'était pas non plus des foudres de guerre, quoi. Donc on a beaucoup de matchs dans le clutch qu'on perd et c'est pas contre des grosses équipes. Tu vois, je doute qu'on soit dans le clutch face à Détroit, face à Denver. Enfin, on verra bien, mais. juste moi sur le clutch, je voulais aussi que vous me parliez un peu de Cooper Flag parce que bon, on en a déjà parlé l'émission précédente, mais encore une fois contre Miami, on lui demande de hausser son niveau de jeu dans le quatrième et honnêtement, il le fait plutôt bien pour un rookie. Hier, son quatrième quart-temps, il était bon par rapport d'ailleurs aux trois premiers qui étaient médiocres. Est-ce que ça fait plaisir quand même de voir Cooper Flag prendre les commandes dans le clutch? Ouais, bah après, il est tout seul, quoi. Enfin, maintenant, il est assez isolé, tu vois. Oui, effectivement, ça fait plaisir de le voir euh, prendre ses responsabilités à 18 balais. Il est quand même un peu trop seul. Deux, il n'a que 18 ans, tu vois. Donc, on peut pas non plus s'appuyer éternellement toujours sur le même mec à 18 ans pour aller emporter les matchs. Donc, tu gagnes des matchs. Enfin, tu sais, quand tu justifies tes salaires en NBA, hein, ça se joue dans le money time. C'est le moment où tu fais la décision, c'est le moment où le match bascule. Aujourd'hui, notre équipe, elle n'est pas capable de faire. Les statistiques que tu as données elles sont explicites, hein. On n'est pas capable de faire basculer régulièrement les matchs serrés du bon côté. Pourquoi? Parce que nos joueurs majeurs qui doivent faire ça, qui sont payés pour ça, sont soit pas sur le terrain, enfin globalement sont pas sur le Oui, ils terrain, sont pas sur le terrain. et du coup ça génère plus de frustration. On demande à des gens, donc c'est pas le niveau intrinsèque de faire cette décision-là. Donc on fait des bouts de ficelle, mais les bouts de ficelle ça marche pas en fait. C'est ce qu'on appelle un go-to guy, hein, quelqu'un à qui on peut donner la balle et puis on sait qu'il va se démerder. Et là, les joueurs ne sont pas là ou Cooper Flag est trop jeune. Ce que tu disais, effectivement, de se satisfaire de ce que fait Cooper Flag, en fait, on pourrait totalement s'en satisfaire si on était une équipe traditionnelle dans laquelle un numéro 1 de draft arrive, c'est-à-dire une équipe qui ne va pas jouer les playoffs dès la première année du rookie. Tu vois, on sera en mode, ah putain, fait trop plaisir, il a des responsabilités, il a des minutes importantes, on perd, c'est pas grave, parce que de toute façon, on sait que c'est pas pour maintenant, ce sera pour l'année prochaine, un peu comme la première année de Victor, tu vois, enfin ce genre de choses. Le truc, c'est qu'on a encore ce côté de, bah, il y a Kyrie, il y a Eddie, on était censé gagner, on était censé être fort dès cette année, donc c'est encore dur à digérer. Peut-être que certains l'ont déjà digéré, certains ne veulent toujours pas y penser, mais c'est ça en fait qui rend compliqué le fait de aussi prendre plaisir en regardant Cooper Flag, c'est qu'on a toujours ça en tête, qu'on était censé être une bonne équipe, quoi. Après il y a un autre truc en fait qui peut rentrer dans l'équation, c'est alors c'est toujours pareil, quand tu suis une équipe, tu mets un certain enthousiasme, tu sais, tu développes une espèce de truc, tu sais, de dire ah ils ont trop la poisse, ça c'est pas possible. Mais j'ai quand même l'impression que cette année, il y a quand même en plus de notre médiocrité, je pense qu'on ajoute deux trois couches de poisse pas possible ou de mauvais événements. Genre pour moi, le retour de Tyler Hero, là, il fait pas un match de l'année, il revient évidemment contre les Mavs. Pour son retour, bah, tu peux dire il va rentrer en chausson, il va mettre 5 points, il va jouer 10 minutes. Pas du tout, il nous met la misère. Tu rajoutes à ça les erreurs, mais enfin les trucs d'arbitrage un peu chelou contre New York. Tu vois. On n'est pas aidé non plus, ce que je veux dire en fait. On a de la médiocrité, on n'est pas terrible et en plus, le sort ne nous aide pas. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de ces stats qui sont vraiment étranges dans cette équipe. C'est-à-dire que quand on regarde les stats défensives des Mavericks, elles sont très très bonnes et les stats offensives sont horribles. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui ont un écart comme ça entre la défense et l'attaque. Contre hier Miami, les Mavs les laissent jusqu'à seulement 106 points. Donc encore une fois, une très bonne défense des Mavs. En revanche, évidemment, l'attaque est catastrophique. Est-ce que quand même, les Mavs, c'est pas Brooklyn, hein, c'est pas les Wizards. Il y a quand même des choses qui marchent. Il manque, moi, à mon avis, il manque pas grand-chose finalement. Il manque ce joueur, il manque Kyrie Irving peut-être pour passer une étape. Quentin.
Alors, grosse question. Je pense qu'il y a plusieurs trucs. Tout d'abord, on est tous d'accord au moins sur le fait que l'attaque est aujourd'hui est minable. La 30e place, elle est méritée et on est pour le coup au niveau d'un Brooklyn, d'un Washington, au niveau de l'attaque. Ça, il y a pas de doute en l'état. La défense, je pense que il y a un mélange de notre calendrier qui a été très très généreux et un petit peu de chance. Le match d'hier, par exemple, ok, Miami est mauvais au tir. Il y a notre défense qui est bien. Il y a aussi vraiment un coup de chance pour nous. Le début de match, ils mettent rien du tout, typique d'une équipe un peu en back-to-back. Je pense quand même pas. J'ai vu qu'on était genre deuxième ou troisième au niveau rating défensif, un truc comme ça. Honnêtement, on n'est pas dans le top 3 des meilleures défenses de la ligue. On est clairement dans la première moitié, c'est sûr, hein, voire même dans le premier tiers. Mais top 3, je pense pas. Alors après, je suis Excuse-moi d'accord Quentin de avec te toi. couper, mais Vas-y. on a fait exactement la même remarque contre New York la dernière fois, où New York a été très mauvais au tir, et on disait, oh, ils n'étaient pas dans un bon jour. Est-ce que c'est pas quand même un peu la défense des Mavs qui fait déjouer les équipes adverses? Je te Je donne une pense stat, pas. je te donne une Mhm. stat. Tu regardes les stats Vas-y. sur les Mavs là. Le nombre de tirs à 3 points pris par l'équipe adverse, c'est 207 pour les adversaires des Mavs. C'est premier en NBA. C'est-à-dire que les équipes qui jouent les Mavs tirent le moins à 3 points de la NBA. Et ensuite, en pourcentage à 3 points, ils sont deuxième. C'est-à-dire que défensivement, les Mavs ne laissent pas les équipes tirer à 3 points. Et en plus, les tirs qu'ils prennent, ils ne les mettent pas. On peut pas faire un échantillon avec New Orleans, Memphis, New York et du coup Miami. Je pense que tu as besoin de... Là, on va se taper des équipes un peu plus sérieuses, on va se taper plus de matchs à l'extérieur. Là, on verra du coup un peu la réalité de la qualité défensive. Moi, quand je vois individuellement les joueurs, évidemment qu'il y a des bons joueurs défensifs. Je pense aussi il y a des courants d'air dans l'équipe. Globalement, cette équipe, elle est mal gaulée, hein. Enfin, à un moment, faut arrêter de se raconter des histoires. Et il y a des trous offensif, on n'est pas aidé par la méforme ou les performances décevantes de certains joueurs, plus la quantité de blessures. Donc t'appuies. Puis tu sais, globalement, la NBA, enfin, t'as pas que des manchots, hein, tu vois. On dit les Wizards, tu vois, c'est nul, putain, ça a une victoire et tout. Deux victoires maintenant, c'est même marée bonne. Enfin, l'équipe sur le papier, elle est pas dégueulasse. Donc t'as quand même des soirs, quand t'es dans des équipes, tu peux Orléans. Tu vois, on s'est enthousiasmé, on voyait Derek Quinn, on disait, oh, c'est un joueur extraordinaire. Ah oui, c'est un très bon joueur de basket en première année, mais nous, notre opposition, elle n'est pas incroyable en fait. Tout ça pour dire que, pour répondre à ta question de l'attaque, on est médiocre, c'est le moins qu'on puisse dire, pour pas dire nul, et que du coup, on demande à des joueurs de faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et en défense, moi, je veux augmenter l'échantillon parce que je pense qu'on se voit un peu plus beau qu'on est hein, réellement. Moi, je me disais que le point que les Mavs doivent vraiment améliorer, c'est leur perte de balle. Et hier, Neymar, il a fait du bien à ce niveau-là, hein. Quand il est rentré en deuxième mi-temps, il a joué 17 minutes à 7 passes et on avait l'impression que le jeu était beaucoup plus fluide. Quentin, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est vraiment juste ce meneur qu'il nous faut, quoi. On va se répéter encore, mais vraiment, c'est évident. On se répète, et comme l'a très bien dit Nico en début d'émission, en fait, ce qui est criant, c'est qu'on est content de se dire qu'il y a un two-way contract qui revient de blessure. C'est quand même assez fou de se dire ça. Normalement, tu n'es pas censé te dire, oh, let's go, il y a notre two-way contract qui revient, ça va nous faire du bien. Ça montre bien les abysses que nous avons à la création. Donc, il a fait du bien à la passe ou quoi. Au tir, c'était pas ça, mais voilà, on a quand même été content de l'avoir sur ce point de vue-là. Mais waouh, ça montre à quel point on vient de loin. Dire s'améliorer sur le perte de balle, on est tous d'accord là-dessus. Je pense que les joueurs ils le savent, et c'est là aussi où tu vois que, eh bien, ne pas faire de perte de balle, c'est aussi avoir des vrais meneurs. Et je rejoins un peu du coup ce que dit Nico, hein. Les joueurs, c'est pas des manchots, hein. Même le plus nul, c'est un mec super fort. Et ben dans une équipe comme la nôtre qui n'a pas de vrai meneur actuellement, et ben ça se paye cash avec une quantité de perte de balle qui est énormissime. Donc on peut essayer de s'améliorer, mais ça va pas non plus changer drastiquement. Faut pas penser que avec le pouvoir de l'amitié ou en s'appliquant, juste en se concentrant, les pertes de balles elles vont diminuer, hein. Non, non, ça c'est des capacités de joueurs élites de savoir gérer la balle, garder la balle, et c'est des joueurs qui actuellement sont à l'infirmerie. Je pense évidemment à Kyrie Irving, qui est un joueur extrêmement propre au niveau des pertes de balles et qui me manque beaucoup. Moi, je rajouterais un truc à ça, c'est... je vais pas faire Serge Lama, je vais pas chanter, mais je suis malade, tu vois, l'équipe, elle est malade, et elle est malade dans la tête, et du coup, je pense que ça commence à jouer de plus en plus, et plus tu continues à t'enliser, plus tu as deux chemins qui se dessinent. Tu
tu as un chemin de gens qui sont dans une forme de reconstruction, qui sont dans une forme de je peux représenter un avenir, je suis en mode progression. Et tu as l'autre côté, tu as un autre groupe qui est concrètement, je suis plutôt moi sur le déclin. J'ai pris mon contrat là, mais mon avenir il n'est pas ici et c'est pas trop dans mon intérêt de rester ici. Et dans ce groupe-là, je vois 2 joueurs, pour pas dire 3 joueurs qui se détachent assez nettement. Anthony Davis au sommet de la pyramide, suivi très très proche de Klay Thompson, dont du coup l'agenda n'a plus aucun sens dans la réalité des Mavs, voire maintenant D'Angelo Russell. Donc je vois un peu une forme de scission moi dans les calendriers et scission un peu dans du coup l'avenir des Mavericks. Donc on se félicite de Max Christie, mais moi je me félicite pas que Klay Thompson parce que je me dis bon déjà il est pas terrible et deux je me dis bah, de toute façon il va se barrer, il a intérêt à se barrer, c'est l'intérêt de tout le monde en fait et il a commencé par lui à vrai dire. Hein. Alors, est-ce qu'il ne faut pas justement qu'on se concentre pour le reste de cette saison sur un petit groupe de joueurs qui seraient capables de construire autour de Cooper Flagg? Je pense justement à Max Christie, mais d'autres jeunes joueurs comme Lively, Marshall peut-être, il est encore assez jeune, PJ Washington. Est-ce que c'est ce groupe-là sur lequel il faut miser pour construire Je veux dire un autour truc de juste avant Cooper de Flagg? laisser, Ouais, de vas-y, laisser la Nico. main à Quentin parce que c'est important. Parce que, en fait, quelque part, je suis d'accord avec ça, mais la réalité aussi, c'est qu'on a tellement de joueurs qui sont sur le flanc que de toute façon, c'est pas des choix de seniors qu'on va faire. On n'a pas le choix de toute façon parce qu'on a un effectif qui est trop serré. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on file des minutes à Ryan Barnes. C'est pas qu'on surkiffe Ryan Barnes, je suis curieux de le voir un peu plus. Mais t'as pas le choix en fait. Parce que t'as tellement de joueurs qui sont pas là que de toute façon, tu fais ce que t'as. La situation, elle est, mais c'est assez ouf. Tu vois, c'est encore une fois, hein, s'il y a un mois, donc à un moment du début de saison, tu nous dis qu'on est en train d'avoir cette discussion, je veux dire, on n'y croit pas. Là, on a à peine un mois de compétition et on est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait de notre saison. Est-ce que c'est pas mieux de la jeter à la poubelle? Vraiment, le choc est incroyable. C'est vraiment compliqué. Tout d'abord parce que, ben, comme tu as dit, Nico, il y a des joueurs qui effectivement ne fitent plus là-dedans. Mais à quel point est-ce qu'ils ont envie d'abandonner? À quel moment est-ce qu'on va abandonner? Quand on aura eu enchaîné une série de cette défaite? À quel moment on pose la question, quelqu'un dont on ne parle jamais? À quel moment on parle de Jason Kidd, tu vois? Et en fait, il y a plein de trucs. La situation, elle est vraiment complexe. Et honnêtement, j'ai pas de réponse à ta question, Barnes, parce que je suis bien conscient de ce que ça représente de dire, sans dire le mot, de dire on tank, tu vois, aux joueurs. C'est quand même quelque chose de très lourd, très important, et tu peux pas dire ça dans une équipe où t'as un Kyrie Irving, Anthony Davis. Enfin, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment un gros truc. Donc, si c'est la direction qu'on prend, c'est-à-dire on trade Davis, on trade Clay, je sais honnêtement pas ce que vaut Clay, il vaut pas grand-chose. Mais en tout cas, on trade Davis, parce que pour le coup, il a une vraie valeur. Bah, la question, elle fait mal, hein, mais est-ce que on se pose la question pour Kyrie Irving aussi? Bref, c'est d'une complexité assez folle la situation. Honnêtement, j'ai pas de réponse et je pense que même les general managers par intérim n'ont aussi pas de réponse eux de leur côté. Je me dis que il faut trader Anthony Davis, il faut trader Klay Thompson, mais pas trader Kyrie Irving. Pourquoi? Parce qu'il va pas jouer de toute façon cette saison et que la Ah bon? saison Comment prochaine, ça? enfin, Comment il ça, il va va pas pas jouer de la jouer saison? beaucoup, il va pas jouer beaucoup. Oh, s'il revient en janvier, c'est différent qu'un joueur, tu vois, qui est blessé. C'est pas un Tyrese Haliburton. S'il revient bien en janvier, il y a une équipe qui est un peu faible à la main. En Kyrie Irving, ça change vraiment la donne. Je peux totalement entendre que ne pas trader Kyrie, mais par contre, Kyrie, à un moment, il va rejouer cette saison. Est-ce qu'on le met au frigo pour qu'il retarder son retour? C'est quelque chose, mais il va rejouer, tu vois, il va avoir une vraie valeur. Je pense que tu regardes que sur la conférence ouest des équipes qui sont autour de la 3e, 4e, 5e place, 6e place. Je pense à Houston, je pense aux Timberwolves. Un meneur de la trempe de Kyrie Irving, il sort le tapis rouge, il vient tous les jours. Hein. Il n'y a pas de problème. Ils ont Bien sûr, grave mais il besoin faut de pas meneurs que les tous les jours. Mavs, en fait, il faut des plumes de trop parce que l'année prochaine, on n'a pas envie encore une fois, entre guillemets, de tanker. Parce que l'année Je suis prochaine, on d'accord n'a pas. avec toi. Hein, Je le dirais simplement différemment, moi. Je dirais juste que c'est un peu comme les actions, tu vois, c'est un peu la bourse. Le cours de l'action Eddy, là, il a beaucoup, beaucoup chuté. Celui de Thompson, c'est un peu la même chose pour différentes raisons. La question, c'est à quel moment, du coup, tu vends tes actions, en fait. À quel moment tu lâches le truc. En te disant que là, en fait, finalement, c'est déjà bas, mais ça va continuer à baisser, ou est-ce que je vais attendre et ça va remonter parce qu'on va gagner les matchs qui vont montrer encore des qualités? Pour moi, c'est la question. De toute façon, tu sais que ça va s'arrêter. La question, c'est quand, pour récupérer quoi? Pour moi, c'est la seule question.
qu'est-ce que les Mavs recherchent s'ils font des trades pour Anthony Davis et Klay Thompson? Un pigeon, Qu'est-ce qu'ils non doivent récupérer? 2 pigeons. Qu'est-ce qu'on Ouais, c'est cherche? ça On cherche des jeunes joueurs, on est d'accord, des On des cherche pics de draft. des jeunes joueurs, des pics de draft qui sont intéressants et surtout il faut éviter une Brooklyn Nets. Vous savez, quand il y a eu le trade un petit peu avec Deron Williams, Kevin Garnett, où en fait Boston avait filé des vieux à Brooklyn. Brooklyn avait envoyé plein de pics de draft. Ce qui risque d'arriver aux Clippers d'ailleurs, où en fait tu niques ton futur pour soi-disant une bonne idée. C'est ce qu'a fait un petit peu Nico Harrison. Il a tradé un peu les pics de draft à gauche à droite pour des bons choix. Kyrie Irving, par exemple, on a laissé un pic de draft. Davis Bertans, on a dû en donner un pour absorber, pour envoyer le contrat. Bref, on n'a pas de pic de draft de 27 à 2030. Donc sur cette période-là, il nous faut des pics de draft d'autres équipes qui potentiellement vont être mauvaises, donc dans le top 15, pour éviter une disette et faire 4 années où on est juste le fin fond de la conférence Ouest et qu'on donne des top picks à Charlotte, à OKC, encore eux, putain, San Antonio en 2030, à Brooklyn, tu vois. Première chose la plus importante, si vraiment c'est Cooper Flag le futur, c'est ce focus pour en fait se dégager un avenir long terme, chose que nous a retiré Nico Harrison par ses choix. Je crois qu'OKC, ils ont le pic des Clippers. Là, C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ils ont de tout. Bon, on pourra faire une émission pas. Ils ont tout pour faire une dynastie, ces gars-là. On n'en a pas parlé, ils sont en 17-1, je sais pas. C'est lunaire, la saison que fait OKC. Dire qu'on pensait pouvoir rivaliser avec eux à un moment. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a évidemment un côté premier tour de draft. Il y a aussi des choses type des contrats expirants à prendre, des joueurs qui vont pas être payés par des franchises. Alors, je vais donner un exemple. Je dis pas que c'est celui à suivre, mais je dis Kobe White, c'est un sujet. Est-ce que les Bulls vont le payer en fait? Ils le paieraient combien? Est-ce que du coup, il n'y a pas des choses à envisager comme ça en disant on vous file un grand qui vient de Chicago avec un gros contrat lourd, et, comme ça on entend régulièrement, pour récupérer un peu d'autres joueurs de toute façon qui sont en contrat expirant, nous ça nous arrange. On voit un peu ce qu'ils peuvent donner. Est-ce qu'on les paye? Je sais pas. C'est une autre opportunité parce que balancer des premiers tours de draft, faut pas rêver. Hein. La valeur d'Anthony Davis, on va pas nous filer 4 premiers tours de draft comme Rudy Gobert. Hein. Je pense que si on en récupère 2 avec un ou 2 joueurs à côté pour matcher le salaire, ça sera déjà pas mal. Hein. Mais 2, c'est pas rien quand même. Enfin, ça dépend évidemment d'où ils viennent, mais je pense que c'est ce qu'il faut viser. 2, et s'il revient et que, comme tu dis, la bonne comparaison au niveau de la valeur, il nous fait une bonne série de matchs, 2, ça peut être aussi un minimum en fonction de l'équipe en face, si elle désire passer un palier. Chicago est très souvent mentionné d'ailleurs là-dedans. Donc c'est ce qu'il faut que tu ailles chercher. D'ailleurs, quelles équipes seraient potentiellement intéressées par un Anthony Davis? Quand tu parles de Chicago, c'est vrai que ça revient tout le temps, mais est-ce qu'il y a d'autres équipes? J'allais te dire Miami, mais en vrai, le jeune là, Ware, il est trop fort et ils n'ont pas besoin de Incroyable, Anthony Davis. le match qu'il a fait. Et puis bon, avec la culture Ouais, qu'ils ont un culture peu... Miami. Voilà, bon, on est d'accord. Alors, Miami, quelles c'est autres une équipes Il seraient faut intéressées? avoir le cap aussi pour absorber un Anthony Davis, tu vois. Comme je lis là, pareil, je lisais aujourd'hui Détroit. Détroit, ils vont pas prendre Anthony Davis. Enfin, je veux dire, ils sont sur une ascension phénoménale. Ils vont plutôt développer leurs joueurs que prendre Anthony Davis. Et j'ai du mal à imaginer quelle équipe peut vraiment être fondamentalement intéressée par Anthony Davis vu la taille de son contrat, son âge et ses blessures récurrentes. C'est un sacré pari. Hein. Moi, mon point, et après on peut regarder dans tous les gens que vous voulez, mon point c'est qu'à un moment, il faut accepter de perdre. Et de toute façon, tu vas pas ressortir vers le haut de cette trade. Hein. Tu vas ressortir vers le bas. C'est qu'est-ce que tu peux prendre pour sortir le mieux possible. Pour moi, c'est un peu comme Porzingis, tu vois. C'est un peu le scénario. On a fait le trade de Porzingis. Ah putain, on a récupéré rien du tout. Ouais, mais il y a un moment, en fait, il faut savoir sortir, tu vois. Il faut savoir sortir du truc. Et t'obtiens pas exactement ce que tu voulais, mais c'est préférable que s'enliser dans un truc qui va aller encore pire plus le temps va passer, quoi. Pour le coup, notre premier désaccord de l'émission, moi je pense qu'il vaut mieux... Enfin, faut pas se précipiter sur la revente d'Anthony Davis. Si au final on s'enlise et qu'effectivement sa valeur ne remonte pas, ça veut aussi dire qu'on est nul. Ça veut aussi dire que la draft 2026 s'annonce bien. Donc en fait, je préfère soit qu'il revienne jouer, on se mette à gagner des matchs parce qu'il est très bon et sa valeur remonte et on a des équipes, je pense à l'Est, qui sont prêts à envoyer un tarif. On parle pas de 4 de draft, mais au moins 2 premiers tours de draft. Mais enfin, je veux pas en tout cas me précipiter sur trader Anthony Davis. Ça clairement, je suis contre parce que je pense quand même qu'il y a de quoi faire miroiter au moins
la valeur d'un joueur. Si peut-être il ne l'est plus, au moins faire miroiter la valeur. Et quitte, s'il revient pas, on est nul. Et 2026, on en profite avant de perdre nos pics de draft. On est quand même d'accord sur le fait que il faut le trader. Juste, moi, je préfère vraiment attendre parce que je suis peut-être innocent de penser de croire à un retour en mieux comme il a pu le faire avec les Lakers l'an dernier. Bon, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Je voulais que vous me donniez des équipes Ouais, qui des seraient équipes, potentiellement intéressées oui, par oui, AD. Alors pour l'instant, on a Chicago, mais effectivement. c'est à peu près tout. Donc... Du coup, non, pour le coup, une équipe de jeunes qui fait venir un vétéran, on a déjà vu ça. Je pense que les Rockets l'ont fait aussi là avec KD, faire venir KD qui est vieux, quoi, 37 ans, 38 ans, dans une équipe de jeunes, ça peut bien fitter. Sur le papier, il y a pas mal d'équipes qui peuvent être vraiment intéressées par Anthony Davis. J'ai entendu parler de New York qui enverrait dans l'autre sens OG Anunoby, par exemple. Donc là, il y aurait peut-être pas deux premiers tours de draft, mais sur le papier, AD, en fait, il y a plein d'équipes dans lesquelles il ferait énormément de bien. Mais encore une fois, c'est AD, on parle sur le papier parce que les blessures, c'est tellement complexe avec ce mec-là. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de tenter le pari, de le faire rejouer, de montrer que en fait il vaut quelque chose parce que AD quand le mec joue comme il l'a fait l'an dernier, c'est-à-dire candidat Depoy, tu vois, et ben c'est un joueur qui quand même peut faire vriller des GM et enfin j'y crois. Moi, je vais te fait, donner ma théorie de comment ils vont s'en sortir, ou en tout cas, comment j'approche le truc. Je comprends ce que tu décris, effectivement. Faut pas, je dis pas qu'il faut le brader, hein, il faut se précipiter pour l'échanger. C'est juste que on n'aura pas, à mon avis, ce qu'on pourrait espérer, et que la solution elle pourrait se situer dans regarder des équipes avec des joueurs majeurs qui sont dans des positions de merde, où on se dirait de toute façon eux-mêmes ils doivent essayer de s'en débarrasser parce que le contexte ne marche plus. Alors, je dis pas que c'est les joueurs que je prendrais, hein. Il y a des sujets type Ja Morant à Memphis, type LaMelo Ball à Charlotte, type Zion Williamson aux Pelicans, tu vois, des joueurs qui sont bien tricards dans leur franchise, où on se dit il y a quand même du talent. C'est pas les joueurs que je prendrais, mais il y a quand même du talent. Est-ce que du coup, entre deux joueurs tricards, on n'a pas intérêt à essayer de se trouver un changement de cadre et ça peut être bénéfique. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et les gars, vite fait, la valeur de Klay Thompson sur le marché, on peut espérer quelque chose ou si on le trade? Et en plus, c'est quand tu fais le tour de nos contrats, pour moi, on n'a aucun contrat toxique. Le contrat de AD est important, mais c'est parce que quand le mec joue, il a quand même, il les vaut ces millions. Alors je sais qu'il joue pas toujours. On n'a plus de contrat poubelle comme on avait pu avoir avec Davis Bertans, par exemple. Et du coup, en regardant le pire contrat de l'effectif, c'est un peu que celui de Klay Thompson. Donc honnêtement, Klay Thompson, il vaut pas grand-chose, hein. Il vaut un second tour de draft à tout casser. Et c'est pas ces chiffres de cette année qui vont donner envie à une équipe de mettre un second tour de draft dans la balance, hein. C'est pourcentage à 3 points, je pense que c'est le plus faible de toute sa carrière. Honnêtement, Klay, il vaut pas grand-chose. Du coup, moi, je ne me précipite pas pour trader ce mec. S'il faut envoyer quelque chose en plus pour s'en débarrasser, jamais de la vie. On garde Klay Thompson, on fait, s'il faut ne plus le faire jouer ou lui faire donner des 20 minutes par-ci, comme ce que fait Washington avec CJ McCollum, hein, ou Chris Middleton, et ben faisons ça, mais ne donnons rien pour se débarrasser de Klay Thompson. On n'est plus là pour gagner, donc dans ce cas-là. Ok, est-ce que vous voulez essayer de donner des idées de trade là, pour Anthony Davis spécifiquement? Bon, Nico, tu as commencé à en parler un peu, là, d'essayer de trouver des joueurs un peu tricards dans d'autres équipes. Mais si je vous dis, par exemple, moi j'ai trouvé ça sur des rumeurs, hein, sur Internet, bien sûr, mais avec Chicago, donc Vucevic, Kevin Huerter, Kobe White et un premier tour de draft pour Anthony Davis. Est-ce que ça vous intéresse, ce Je trade? signe direct, je signe tout de suite. Je l'emmène moi-même dans ma bagnole jusqu'à Chicago. Je le fais tout de suite. Et pourquoi je le fais tout de suite, c'est que, enfin, déjà honnêtement, quand je regarde toutes les équipes, je vois pas 50 équipes candidates vraiment pour prendre Anthony Davis. Je me rajoute un premier tour de draft. Kobe White, moi je trouve ça intéressant. Vucevic, c'est pas mauvais du tout. Je sais pas ce qu'on en ferait, pareil, C'est contrat expirant expirant. surtout. Contrat expirant, ouais. T'as deux contrats expirants, Kevin Huerter, bon après c'est une autre histoire, mais c'est un bon deal honnêtement pour les Mavs, hein. Est-ce que Chicago serait d'accord? Ça, j'en sais rien, Quentin. Il y a 2 semaines, ils auraient été d'accord vu leur début de saison, et puis là, ils sont en train d'avoir un retour à la réalité qui fait très mal. J'ai vu qu'ils ont perdu contre des équipes bien nulles. Euh, Moi, ça dépend du premier tour de draft. S'il n'y en a qu'un, il faut vraiment que ça soit un intéressant. Imagine, on parle d'un pick 2026 d'une équipe qui est mal barrée. Là, je te dis, ouais, tous les jours. Tous les jours. Si c'est un pick lointain d'une équipe qui est potentiellement bonne dans l'année de 2027, 2028, peu importe,
un peu léger, je trouve. Mais bon, grosso modo, on se dirige vers ce genre de choses-là, hein, c'est-à-dire un contrat expirant d'une personne vieille, Vucevic dans l'exemple, et puis des jeunes. Enfin, en tout cas, ce trade fait sens de ce qu'on a vu. Et là où ça fait sens, il faut aussi se passer de l'autre côté, quoi. Je pense que Chicago est une façon de toute façon dire Kobe White, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Est-ce que vous avez l'intention de le payer? Vous allez lui filer 30 bars par saison à Kobe White par exemple? Si tu le fais pas, tu sais que tu vas pas le faire, bah t'as tout intérêt à t'en débarrasser avant la trade deadline en fait, récupérer autre chose à la place. Après, la grande question c'est il est où le projet de Chicago en fait? C'est quoi? Tony Davis, t'appuies les deux pieds là sur l'accélérateur, hein. Tu te donnes 2 ans pour faire un truc. Ils étaient en pleine reconstruction il y a quelques mois, donc ça va si vite que ça. On est déjà dans ce truc là, on veut faire les playoffs. C'est pour Voilà ça une que moi, autre honnêtement, idée là. je cherche plutôt un pivot, hein. Plutôt un pigeon qu'autre chose, hein. J'ai vu que tu as dit un pivot, j'ai dit oh là là, pourquoi un Non, pivot non, encore? un pigeon, un pigeon. Voilà une autre idée de trade là avec Toronto. Vous n'avez pas parlé de Toronto, mais ils font un début de saison Toronto, ils assez. marchent beaucoup trop bien pour s'enliser dans des. Ils font une super saison, ils marchent beaucoup trop bien pour s'enliser dans des emmerdes comme Anthony Davis pour moi, hein. Bon, alors tu veux pas que je Nico, fasse ma t'es trop proposition? dur. Nico, il est trop dur avec Anthony Davis. Vas-y, fais la Même- Ma proposition. proposition, Philippe, c'était non, RJ Philippe, Barrett, qu'est-ce Jacob que tu vas Perlon envoyer? et 2 premiers tours de draft. Est-ce que ça Mais t'intéresse? RJ Barrett, il a compris que le basket c'était un sport collectif là depuis quelques mois. On a des croqueurs, Brandon Ingram pareil. Enfin, je vois pas du tout l'intérêt. Ils sont combien Toronto? Ils sont troisième à l'Est? Ouais, 2 ou Quatrième à 3. l'Est? Ça tourne bien, hein. Ils font un début de saison où il n'y a absolument aucun intérêt de tout bousculer. Donc, je vois pas pourquoi ils feraient ça. Non, moi je voudrais juste, pour continuer dans la petite blague, je serais très ravi de voir Klay Thompson à Memphis, qui puisse faire des petits bisous avec Ja Morant, puisqu'à priori ils ont développé une amitié assez avancée. Ça serait sympa de les voir ensemble. Je pense qu'ils passeront Ça des date bonnes de soirées. ça date de la série Warriors Grizzlies d'il y a quelques années, d'ailleurs, pour information, où il s'était déjà chauffé. C'était parti d'un tweet de Jaren Jackson Jr. qui se foutait de la gueule des Warriors avant que les Warriors leur roulent dessus. Et du coup, ils ont continué à pas trop s'apprécier, les joueurs, et on l'a bien vu, effectivement, face à Memphis. Oui, réponse à Barnabé, à ta proposition de trade avec Toronto, moi je dis oui. Je dis oui pour les Mavs, mais tu dis pas oui pour Ouais. si c'était GM des Toronto Raptors, tu dirais pas oui. Honnêtement, il faut que je me penche plus sur l'équation. Là où je suis pas d'accord avec Nikos, c'est que je pense vraiment que tu as des équipes qui se disent on sait qu'un titre, des fois, ça se joue. Il faut que tout soit aligné, que les astres soient alignés. On l'a bien vu avec plusieurs titres comme celui des Mavs de 2011, comme celui des Raptors de 2019, les Pacers qui ont failli y arriver, tu vois. Il faut que les choses s'alignent. Moi, je suis un GM et je me dis, là, on est à un Anthony Davis qui ne se blesse pas, de pouvoir être champion. Peut tenter le pari et je peux comprendre que certaines équipes puissent tenter le pari parce qu'encore une fois, quand il joue, quand il n'est pas blessé, c'est un joueur exceptionnel. Donc, je peux comprendre que certaines équipes voient la chose comme ça et on parle pas évidemment de chambouler tout l'effectif, mais de faire comme, tu vois, on a pu, quand on a fait venir Kyrie Irving, tu vois, on n'a pas chamboulé l'effectif, mais c'était quand même un trade important. Et au final, ça nous a fait énormément de bien. Je pense qu'on peut trouver plein d'exemples comme ça. Donc, je pense vraiment que si Heidi revient et qu'il nous fait plusieurs bons matchs comme ça, il y a des équipes qui seraient prêtes, hein, à tenter le coup en se disant, bon, on va tenter l'alignement des astres. C'était le dernier que j'avais, hein, que j'ai trouvé. Détroit, Tobias Harris, c'est un contrat expirant. Jaden Ivey, Isaiah Stewart, et puis 2 premiers tours de draft pour AD. Ils sont premiers à l'Est. Ils se disent peut-être, on est à un Anthony Davis de faire les finales NBA, et puis peut-être, pourquoi pas, être compétitif. Ils seraient bien con de faire ça. Honnêtement, ils sont bien con de faire ça. Ils sont à 15-2. Ça fait des années, ils ont mangé du caca pour rester polis pendant des années et des années. S'embourber avec un contrat à 60 bars, franchement, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Donc pour moi, no way, jamais ils font ça, quoi. Pour moi, la seule solution, c'est les franchises du gouffre. C'est le second marché, des franchises qui sont vraiment dans des situations très compliquées, qui doivent exfiltrer des joueurs. Je vais dire ça comme ça, c'est carrément des exfiltrés. Et qui du coup sont prêts à prendre des risques, un peu comme on est nous, tu vois. On est capable de prendre des risques du coup pour avoir une contrepartie qui est pas extraordinaire, mais qui va quand même nous aider sur le court et le moyen terme. Nico, tu vois la valeur de AD hyper faible, en fait, hein, globalement. Mais bon, peut-être que tu as raison, hein. Après, Les moi je blessures, vois là, elles sont concrètement un inquiétantes. mec. Ouais, ouais. Enfin, c'est un super champ de basket, Eddie, mais il faut juste qu'il soit sur le terrain en fait à un moment. Je lui dis, tu as un contrat à 60 millions, t'es vieux et tu vois pas la couleur du terrain. Enfin, c'est compliqué quand même c'est compliqué de gérer ça. Après, moi je vous pose la question différemment. Euh, Si on vous dit, c'est la machine à fantasme, hein,
On dit qu'on peut monter un trade avec Ja Morant d'un côté et Anthony Davis de l'autre côté. Mais pour le coup, j'avoue que je crois plus trop en Ja Morant parce que les profils de joueurs qui sont basés quasi exclusivement, je trouve, sur l'athlétisme et qu'après les premières années NBA où en fait ça faiblit très vite, je trouve qu'ils perdent vraiment en efficacité. Je prends l'exemple du coup de Westbrook ou de Derrick Rose qui ont été exceptionnels dans leurs années très jeunes, donc en dessous de 25 ans, et qui ensuite ont vraiment perdu en termes de rentabilité. Ça m'intéresse pas. Par contre, les deux noms que tu as donnés tout à l'heure, je suis prêt à discuter, c'est-à-dire Zion et Lamelo. Là, ça m'intéresse plus que Ja Morant, qui, je pense, j'espère me tromper, je pense c'est plutôt ses meilleures années sont derrière lui, quoi. En tout cas, il y a le contexte. Ces joueurs-là ils sont dans des contextes foireux, ils vont vouloir se barrer. La franchise, pour Zion, c'est plus que clair. Encore plus avec l'éclosion d'Eric Quinn. Tout intérêt à le sortir de ça. Et qu'est-ce que tu peux récupérer pour sortir de ça et favoriser l'éclosion? D'ailleurs, parce que c'est sympa, hein, comme la draft des Pelicans, tu as récupéré Derrick Quinn et Jeremiah Fears. Là, pour le coup, tu as des raisons quand même de reconstruire et de changer des choses dans l'effectif pour leur faire de la place. Après, je sais pas si prendre Anthony Davis, c'est faire de la place à Derrick Quinn, hein, je pense pas. Ouais, pourquoi t'embourber? En fait, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi t'embourber avec un Anthony Davis pour une équipe comme Nola? C'est ça que je comprends pas. Parce que tu dois te débarrasser de Zion Williamson. Enfin, mon point, c'est juste de dire, tu as des équipes qui doivent se débarrasser de joueurs. Ja Morant, c'est l'exemple le plus explicite. Tu as dit qu'il y a une situation, c'est pas possible, il faut qu'ils en sortent en fait. Donc ils vont vouloir chercher des options et prendre des trucs qui sont pas leur premier choix. Mais Mais comme nous, Nico, avec quelle est la Anthony, différence entre Zion et AD? Pour moi, c'est à peu près la même Ouais, chose. C'est les mêmes problèmes. même- non, c'est pas le même projet, ils ont pas le même âge. Zion, j'aimerais quand même le voir dans un autre contexte. Je serais curieux de voir, est-ce que c'est que le mec? Est-ce que c'est que New Orleans? New Orleans, c'est quand même la franchise de lose absolue quand même, hein. Désolé, mais en termes de mentalité, en termes de développement des joueurs, c'est quand même la lose constante. Je me dis, est-ce que si tu le mets dans un... C'est un pari, hein, je dis pas que c'est évident, mais si tu le mets dans un autre contexte, Zion, qu'est-ce qu'il donne? Je pose la question. Allez, chers auditeurs, essayez de nous aider là. Faites-nous des propositions de trade pour Anthony Davis parce que là, pour l'instant, on ne trouve pas de preneur. Donc, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire de notre chaîne YouTube et puis on vous dira ce qu'on en pense. Les gars, les matchs à venir, on a la double confrontation à Los Angeles. Lakers vendredi, Clippers samedi. Ça va être bien sympa. Et puis lundi, on a les Nuggets. De nouveau Miami. Le calendrier se Ouais. corse. On va pouvoir tester les clutch, les moments clutch des Mavs. On va voir si la défense des Mavs est toujours aussi efficace contre des grosses équipes. Quentin, Et après Miami, tu t'es arrêté, Bard, mais je me tu suis peux continuer. arrêté. Oui, Oklahoma City, Voilà, Rockets. Il fallait voilà. bien que le calendrier se corse un petit Voilà, peu là. il fallait Après, bien c'est que le ça se début de saison. corse. On a une majorité en plus des matchs qui sont à l'extérieur. Donc là, cette semaine, on est tranquille. On n'a pas de match jusqu'à vendredi. Donc il y a eu un match lundi. Et là, profitez de votre semaine. Il n'y a aucun match des Dallas Mavericks. Donc on va pas avoir de défaite. Ça, c'est magnifique. Ça sera intéressant, notre prochain podcast, là, quand on aura affronté des bons adversaires. On reparlera du volet de la défense. Est-ce que Nico et moi, on avait globalement raison en disant que la confrontation nous voyait un peu trop haut? Voilà, je pense qu'on va bien se faire disséquer par Luka Doncic vendredi, ça risque de faire mal. Alors ce serait drôle que AD revienne pour ce match-là, j'y crois pas trop. Et sinon, les autres, oh, ça va faire mal, hein. Le Denver, il me donne déjà mal à la tête, celui-là. Bref, on va bien voir, ça nous donnera des indications un peu plus claires sur, je pense, sur le cas Kyrie Irving et comment on le gère, c'est-à-dire est-ce qu'on on fait effectivement un retour au frigo, on prend notre temps, pas de back-to-back, limitation de minutes, et chemin pour la draft 2026. Merci pour l'émission, les gars. On se donne rendez-vous après les matchs compliqués qui approchent la semaine prochaine. On reparle de tout ça. Et chers auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez sur YouTube, sur les commentaires. Bonne journée. Si vous commencez la journée, que vous nous écoutez sur la route du travail, on espère, on n'a pas trop mis une ambiance de merde, désolé. Mais bon, je pense que Je pense que vous étiez au c'était courant, hein. l'émission. Non, on en a eu des plus tristes, hein. Celle du début février 2025, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais bon, de toute façon, c'est pas la joie à Dallas. Au moins, on vous accompagne, hein. On est là pour discuter de ces choix catastrophiques. Prochain podcast, on va peut-être même pas débriefer la moindre victoire, mais bon, on continue d'être là, c'est l'important. C'est Puis ça. après, Eh ben, c'est un moment, ça va vite la NBA, tu vois, on va se regarder dans les deux sens, tu vois. C'est un moment, Eh oui. il y a un moment très récent, on était tout en haut, on a quand même fait les finales NBA, là on est quand même sixième plus mauvaise équipe de la NBA. Ça peut évoluer, ça va vite dans les deux sens, tu vois. à la semaine prochaine, les gars. Merci tout le monde. Ciao. Ciao.